Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le live Inglorious Pets. On va faire une vidéo sur Ava, Agir pour la vie animale. Nous sommes en compagnie du président de l'association, Thierry, alias Bedo quand il est gamer, et de Elisa, chargée de communication de l'association. Merci à vous d'être là, merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Bah oui, voilà, surtout merci à vous. Merci Red5 et merci à tous les streamers qui regardent. Voilà, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un live qui va durer du 10 au 11 et 12 juin de cette année. Donc restez là, ne partez pas. On commencera à partir de 18 h en gros les lives et on terminera le dimanche à minuit. Le but c'est de récolter le plus de fonds pour l'association. Et pour ça, pour vous donner envie, on va vous raconter ce que fait cette association, ses buts, ses objectifs. Thierry, je te laisse te présenter d'abord, puisque tu es le président. Oui. Qui es-tu ? Je suis un vétérinaire, praticien, c'est-à-dire que mon quotidien, moi, c'est de soigner des chiens, des chats qu'on me présente, parfois, mais plus rarement, des oiseaux, des chevaux. Voilà, c'est mon quotidien, moi, c'est de vivre avec les animaux et de soigner, entre guillemets, mes patients. Et avec le temps, puisque ça fait maintenant, ça fera bientôt 40 ans que je fais ça, c'est vrai que puisque je suis au même endroit depuis maintenant bientôt 30 ans, je me suis lié d'amitié aussi beaucoup avec beaucoup de propriétaires. Et en fait, toute ma vie est articulée autour de, entre guillemets, ce qu'on va appeler un travail, mais pour moi, ça n'a jamais été un travail, c'est juste du plaisir permanent parce que je soigne, j'adore ça. Donc, je fais appel à de la science, j'adore ça. Et puis, beaucoup des propriétaires, je deviens ami avec eux. Et puis, ma dernière joie, c'est que depuis quelques années, il y a de plus en plus de plus jeunes qui me rejoignent. Et donc, voilà, franchement, c'est que de la joie. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir président d'association et parce que tu en es le fondateur, créateur? Ouais. Alors, si tu veux, quand j'étais jeune, vétérinaire, j'ai fait la moitié de ma scolarité, j'étais boursier de l'État français et j'ai eu la chance de faire la moitié de ma scolarité, non pas à l'école vétérinaire d'Alfort, mais en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et donc, très tôt dans ma vie, je me suis retrouvé accueilli par des personnes, je connaissais personne avant de partir au Canada et aux États-Unis. Et donc, je me suis retrouvé accueilli par d'autres humains. Et donc, ça m'a vraiment donné le goût de l'autre qui est toujours indifférent, de l'autre qui a éventuellement d'autres cultures. Et comme j'ai tellement été aidé par d'autres, quand je suis arrivé à un moment donné où, vers l'âge de 30 ans, je me suis fixé, je me suis sédentarisé quelque part, eh ben, je ne concevais pas que je sois que dans l'entreprise privée, même si j'adore ça. Mais il fallait qu'il y ait forcément un côté solidaire, un côté où, déjà alors que j'étais tout jeune, mais j'avais déjà été tellement aidé par d'autres gens qu'il fallait que je rende. Et donc, je m'étais lié quelques années auparavant à un couple original, puisque c'était une femme qui avait 2 maris. Et ça se tente, hein? Oui, voilà. Elle avait de la chance. Ça crée des vocations. Libre de tes propos, Lisa. Mais en tout cas, c'était des artistes. Elle était l'assistante d'Edith Piaf quand elle était jeune. Lui, son premier mari, il était réalisateur. C'est lui qui a réalisé l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Et suite au visionnage de l'adaptation de son roman, Boris Vian, il est mort dans la nuit. Donc le gars, le premier mari de Jenny, ça l'a vraiment affecté. Et je pense que... Enfin bref, je m'étais lié à ces gens qui sont des artistes, qui sont un peu particuliers. Et ils avaient créé ce lieu. Et parce que eux, en fait, toute leur vie, c'était en même temps vivre leur vie à fond. Et c'était une femme avec un très fort tempérament. T'imagines, pour avoir 2 maris, là on parle des années 50, hein, c'était pas non plus la majorité des femmes qui, dans les années 50, osaient avoir 2 maris et 2 maris qui osaient vivre avec la même femme, tu vois. Et donc,
Et ces gens-là, ils m'avaient séduit par leur cœur, puisqu'ils avaient créé ce lieu pour pouvoir aider le plus grand nombre possible d'animaux. Eux-mêmes, quand j'ai fait leur connaissance, ils avaient 25 chiens et une centaine de chats. Et ils déplaçaient certains de leurs chiens et certains de leurs chats entre ici, la Normandie, et leur studio qui était à Épinay. En fait, ils ont investi la fortune qu'ils ont eue en faisant du cinéma dans la création de ce lieu, par indignation contre les euthanasies de convenance. Ok. Voilà. Ouais, merci de le préciser, Elisa. Et donc, ensuite, oui. et il faut que tu expliques que quand même, toi, quand tu as repris le refuge, c'était une situation apocalyptique pour le refuge, mais il y a eu une histoire d'amour. Il faut que tu expliques ça. Oh là, ok. Alors, Vous êtes guidé, la chambre de caméra. Voilà, non mais c'est heureusement qu'Elisa elle est là, hein, parce que moi je pars toujours dans tous les sens, donc heureusement qu'elle est là pour me cadrer. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai fait leur connaissance, donc j'étais un tout jeune vétérinaire, j'alternais des moments que je passais à Paris, et là j'ai fait leur connaissance quand j'étais le responsable du service de garde de la clinique du docteur Klein. Michel Klein, c'était un vétérinaire très fameux dans les années 70, qui adorait les animaux, qui s'occupait de plein d'animaux sauvages, bref. Et j'avais trouvé que Maxime et Jenny, c'était vraiment des gens sympas. Maxime et Jenny, c'est les fondateurs de cette association, les fondateurs de ce lieu. C'est deux des trois. Deux des trois. Le troisième restaurant inconnu, du coup. Si, il s'appelle Michel Gast. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il est mort à 92 ans il y a 2 mois. Et jusqu'à son dernier moment, c'est un homme qui... Je l'ai relancé, je suis désolé. Il jouissait de son quotidien, de regarder les petits oiseaux, d'écouter les petits oiseaux, de voir les branches d'arbres qui bougent. C'est un homme, c'est une école de vie, cet homme. Et je ne l'oublierai jamais. Et donc, j'ai perdu le fil, mais je vais le retrouver. Et donc, j'ai rencontré donc ces gens-là. Et ici, d'abord, moi, je suis venu parce que c'était un lieu que j'avais jamais... J'allais déjà dans les refuges. Et je n'avais jamais vu de refuge comme celui-ci, pensé pour que les animaux aient de la place, pour qu'ils aient une vie sociale, etc. Donc j'étais vraiment devenu ami avec eux et j'intervenais ici bénévolement. Et un jour, en 2003, ils m'ont annoncé brutalement que, hélas, leurs affaires avaient périclité, leurs affaires professionnelles avaient périclité, qu'ils avaient fait faillite, et que l'association qui était là pour administrer ce lieu était mise en liquidation judiciaire. Et j'ai essayé de les aider dans un premier temps pour solliciter les grosses associations de protection animale, celles dont je pensais qu'elles auraient les moyens de reprendre le lieu. J'ai sollicité la SPA, j'ai sollicité Assistance aux animaux, j'ai sollicité la Fondation Bardot, j'ai sollicité 30 millions d'amis, et aucune de ces 4 grosses entités qui font de la protection animale ne nous a même répondu, hélas. Donc j'ai commencé à me dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je venais ici depuis 10-12 ans et j'étais attaché aux animaux, j'étais attaché au lieu, j'étais attaché au concept. C'était un lieu unique. C'était dans les années, tout début des années 90. Et donc, je vivais à ce moment-là et je travaillais à ce moment-là avec une fille qui s'appelait, parce qu'elle n'est plus de ce monde hélas, Marie Vol. Et Marie, qui adorait les animaux, qui était normalienne, enfin, c'était pas du tout son monde, les animaux, mais elle avait explosé de plaisir, me disait-elle, en vivant de manière aussi proche avec les animaux, en partageant ma vie. Et elle m'a demandé absolument qu'on reprenne ce lieu. Et moi, à l'époque, j'avais 37-38 ans et j'avais jamais eu d'employé, j'avais jamais eu de responsabilité à part celle de soigner les animaux. Et donc, c'est vrai que j'ai accepté parce que j'étais attaché à ce lieu, attaché à ce que j'avais vu Maxime et Jenny et Michel entreprendre pour que ce lieu existe, pour que les animaux soient si bien traités. Mais si Marie ne m'avait pas demandé, vraiment en insistant que je le reprenne, jamais je l'aurais repris, parce que j'avais en même temps ma vie de vétérinaire à Paris et des responsabilités qui allaient en augmentant. Et reprendre ici, ça voulait dire être loin de l'endroit où je travaillais et puis faire face à des choses que je ne connaissais pas. Administrer un domaine agricole,
avoir des employés. Et donc, j'ai vraiment fait ça par amour. Hélas, Marie, elle a mis fin à ses jours 2 ans plus tard. Et donc, t'imagines à quel point j'étais éprouvé. Évidemment, dans sa famille, tout ça, ça a été très mal compris. Je pense qu'ils m'en ont beaucoup voulu. Et donc, enfin, j'étais très, si tu veux, j'étais en même temps investi, mais très éprouvé. J'ai été très vulnérabilisé à ce moment-là de ma vie. Et je sais pas ce qui m'a, très honnêtement, hein, je sais pas ce qui m'a donné la force de remonter et de réussir à poursuivre ma carrière de vétérinaire et à donner une structure et une organisation à l'association AVA. Et presque 20 ans plus tard, si tu veux, c'est une association dont la pérennité n'est pas assurée à 100%. On n'est jamais sûr de rien dans une vie, mais en tout cas, c'est beaucoup plus solide. Et c'est beaucoup plus solide grâce à des humains, ceux qui m'ont rejoint il y a une quinzaine d'années et ceux qui me rejoignent plus récemment, comme par exemple Elisa depuis maintenant 3 ans et demi. Elisa, on va parler un peu de toi. Pareil, raconte-nous toute ton histoire. Alors moi, ça va être plus court parce qu'elle est plus jeune. Hein. Ah, je peux développer. Okay. Au commencement, moi j'ai toujours aimé les animaux profondément. Je le sens, c'est ancré au fond de moi depuis toujours. Moi, j'ai pas été élevée avec des animaux. Mes parents n'aimaient pas ça, ma famille n'aimait pas ça, mais moi je le sentais comme un besoin, comme respirer, comme manger. Moi, j'avais besoin de vivre avec des animaux. Et à 18 ans, j'ai adopté ma première chienne et ça a été la révélation, le sens de ma vie, c'était ma chienne en fait. Ça m'a poussée à m'engager dans le journalisme, mais le journalisme animalier, parce que je ne voulais pas travailler autrement qu'avec des animaux, mais ce que je savais faire pas trop mal, c'était écrire. Donc on m'avait dit, deviens journaliste. Je ne pouvais pas être vétérinaire, je n'avais pas les capacités pour. Oh, donc, bien sûr que oui. Je ne sais pas compter alors. Donc bref, je suis devenue journaliste et je me suis spécialisée dans le domaine animalier. J'ai créé mon média animalier, j'ai organisé un événement pour les animaux, bref. Et c'est comme ça que j'ai rencontré... Enfin, je connaissais Thierry parce que Thierry, tout le monde le connaît. Et mais c'est à ce moment-là qu'on a plus fait connaissance. Et voilà. Moi, j'étais encore étudiante à l'époque. Elisa, elle était très dynamique déjà et très engagée déjà, alors qu'elle était encore étudiante. Et elle avait eu l'idée de créer sur le modèle des Césars et des Oscars, les Médors du chien. Et j'avais trouvé ça trop funky et surtout, elle l'avait fait. J'avais demandé à Thierry de devenir le parrain de cet événement qui voulait être les Oscars de la cause animale en fait. Okay. Et puis bon, après mes études, j'ai travaillé comme journaliste animalier pendant 2 ans. J'ai essayé de comprendre au maximum toutes les problématiques de protection animale. Je suis allée dans des manifs, surtout l'expérimentation animale, la fourrure. J'ai échangé avec plein de gens, je suis allée dans plein de refuges. Je voulais comprendre en fait, je voulais vraiment m'immerger à fond dans ce qu'on appelle le milieu de la protection animale. Et oui, tu commences à t'ennuyer là, tu bailles. Mais non, pas du tout, non, mais j'écoute. Ouais. Et puis un jour, moi je suis allée visiter Ava, je suis tombée amoureuse de cet endroit parce que j'étais allée déjà à la SPA où j'avais été super choquée par le mal-être des chiens, par cet environnement carcéral. Enfin, pour moi, c'était une prison, quoi, la SPA. Et c'était pas du tout pour moi de la protection animale. Et quand je suis arrivée ici, ça a été le choc. Je me suis dit, mais c'est ça en fait la définition d'un refuge. C'est pas un refuge même, c'est un sanctuaire. Ici, on pense au bien-être animal. C'est fait avec le bon sens, c'est fait avec passion, amour et expertise. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour cet endroit. Et parallèlement à ça, je voyais que se développait le métier de community manager en clinique vétérinaire et je me suis dit il faudrait ça aussi dans la clinique de Thierry. Donc voilà, j'ai recontacté Thierry, je lui ai proposé de travailler avec lui et c'est comme ça que je suis devenue responsable communication d'AVA et de ses cliniques vétérinaires. D'accord, ok. J'étais très honoré parce qu'en fait, elle avait... Elisa, déjà dans l'environnement professionnel,
elle était très estimée et elle a été très courtisée. Elle a eu plein de propositions. Et moi, j'aurais jamais osé lui proposer de travailler avec moi. Et c'est elle qui me l'a demandé. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Moi aussi. Et du coup, alors, Samuel, du coup, justement, vous êtes réunis un petit peu autour des valeurs. Alors, j'ai repris sur le site internet, hein, les valeurs, c'était protéger, comprendre, partager pour l'association. Oui. Moi, ce que j'ai retenu un petit peu aussi de ce qu'on s'est dit, des échanges, alors du coup, vous aviez parlé justement de l'euthanasie de confort. Est-ce que tu peux définir, enfin, est-ce que vous pouvez définir ça et justement la façon dont vous luttez contre ça pour vous? Et tu parlais aussi tout de suite là, sur le lien sur la SPA. Peut-être aussi juste un petit point, parce qu'en fait, comme tu disais, il y a des gens pour qui le fait d'avoir une cage de béton avec une clôture propre, etc., c'est aussi une autre interprétation pour eux de ce qui va être bien. Et vous, votre interprétation entre guillemets est différente. Et comment vous justement vous voyez cette différence? Alors moi, je l'ai vu parce que effectivement, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, et nous, on avait déjà fait la visite en mois de mars. Il y a quand même des valeurs. On voit bien que justement votre base, c'est de prendre du temps pour les animaux et d'être dans la compréhension de leur comportement, pour ensuite après déterminer justement ce qu'on pourrait faire pour ces animaux, à la fois soit s'ils restent ici, parce que on est aussi justement pour l'aide pour les vieux animaux, hein, mais éventuellement s'ils peuvent avoir une vie, une seconde vie avec d'autres propriétaires. Mais justement, si on peut revenir sur les valeurs de base, parce que je pense que c'est un peu deux éléments justement particuliers, sur d'abord l'euthanasie et puis sur la forme du refuge en lui-même un peu. Comment c'est venu chez vous et comment vous le voyez, comment vous le définissez, etc. Si tu veux, moi, dès que j'ai commencé mon exercice, donc, toi, tu n'étais pas né, je pense, quand j'ai commencé à exercer, mais si tu veux, ce qui m'a surpris, mais ce qui m'a agressé, en fait, tout de suite, c'est que je me suis rendu compte que pour une bonne partie des propriétaires de chiens et chats, leur animal n'était pas considéré comme une personne. Moi, j'ai toujours ressenti et considéré que un animal, c'est une personne comme nous. J'ai jamais fait de différence entre humain et non humain. Pendant mes études, j'ai été vraiment meurtri par ce que j'ai vu dans les systèmes d'élevage intensif, dans les abattoirs, dans l'expérimentation animale. Et quand j'ai commencé à exercer, j'ai vraiment pris dans la gueule que, si tu veux, pour un certain nombre de propriétaires, eh bien, si l'animal se comporte de manière trop gênante, s'il est trop malade, si tout simplement le couple se sépare ou qu'il y a un décès, je parle des années 80, de la fin des années 80 et du début des années 90, mais la première attitude, c'était on va le piquer. D'accord. Et Et est-ce que c'est un comportement qui a évolué aujourd'hui? Oui, énormément. Oui, énormément. C'est-à-dire que toi, tu incarnes, et Elisa, vous incarnez les pet parents, c'est-à-dire vous osez dire que vous considérez votre animal de compagnie comme un membre à part entière de votre famille, et donc vous portez pour ça et pour eux des valeurs avant tout basées sur la bienveillance. Au moment où moi j'ai commencé mon exercice, début des années 90, j'avais connu ça pendant mes années passées en Amérique du Nord, où j'ai fait à peu près la moitié de ma formation de vétérinaire et d'interniste. Mais en France, vraiment, l'état d'esprit, c'était pas ça. Il y a toujours eu des amoureux des animaux, et ceux-là, de toute façon, quel que soit le siècle, le millénaire, ils aiment les animaux et ils savent que ce sont des personnes et ils le ressentent. Mais c'était vraiment pas le cas au début des années 90, au début de mon exercice. Et donc ça m'a indigné, ça m'a mis en colère et je ne l'ai jamais accepté. Et si tu veux, quand on est dans cet état-là et qu'on est un jeune vétérinaire, qu'on travaille à droite, à gauche et dans différents pays, on rencontre des personnes qui pensent pareil. Et donc en fait, on reconnaît sa tribu. Et donc très vite, j'ai rencontré Maxime, Jenny et Michel.
Et quand je suis allé chez eux la première fois, ben voilà, ils avaient 25 chiens, 100 chats, et leurs animaux vivaient tout le temps avec eux, dormaient avec eux, enfin, mangeaient avec eux, etc. Mais ça se passait très bien. Et donc, tout ce que on m'avait appris pendant mes études, par exemple, 90% était invalidé parce que je voyais de la part de ces personnes qui partageaient tellement avec leur animal et qui les considéraient tellement. Et donc, ça m'a vraiment séduit. Et puis, si tu veux, c'est toujours la même chose dans un processus d'affirmation de l'individu et de découverte de qui tu es, de ton identité. Et encore une fois, je rencontrais des personnes avec lesquelles je sentais que j'étais vraiment comme ça. Tu vois ? Et et c'est fondamental quand on ressent ce genre de choses, quand on sent. Alors, vous êtes des gamers, je pense que vous avez un esprit qui vous réunit, vous avez des passions qui vous réunissent, vous sentez. Attention, les gamers, parfois c'est compliqué, ça dépend. Ah bon ? Bref, alors. Ça reste des humains comme les autres. Hein. Oui, Il y en a des salauds, il y en a des mais vous vous reconnaissez, vous choisissez, Ah oui, par contre, effectivement, ouais. c'est ce qu'on fait sur les communautés Twitch en tout cas. Bon, et donc, moi, c'est ça que j'ai reconnu avec ces personnes, vraiment. Et donc, et ils partageaient ces indignations qui avaient toujours été les miennes sur, voilà, l'animal, c'est pas un objet et on le tue pas comme ça, quoi. C'est un individu, c'est une personne et il a autant droit à la vie que moi et il a une bonne considération et a une vie bonne. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que, si tu veux, quand j'ai fait mes études de vétérinaire, à l'époque où j'ai fait mes études de vétérinaire, on ne pouvait pas parler de ces choses-là. Et moi, je ne me connaissais pas encore, je ne savais pas que j'étais un individu très sensible, très timide. Et puis, j'ai grandi dans des archétypes, l'homme, il doit être viril. Et en fait, tout ça, c'est des constructions mentales, mais quand c'est comme ça que tu es élevé, c'est comme ça que tu dois te comporter, en fait. Du coup, alors, la conséquence aujourd'hui, dans vos choix, alors, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, mais on peut me dire si j'explique bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que les animaux qui sont âgés ou malades, etc., en fait, vous les accueillez et vous vous en occupez jusqu'au bout, plutôt que justement faire le choix potentiellement des États-Unis parce que vous n'avez pas la place. En fait, même si Thierry dit que les choses ont évolué, tant mieux si elles ont évolué, mais le fait est qu'aujourd'hui, tu peux aller chez ton véto et demander à ce qu'il soit euthanasié, quel que soit le motif, parce que voilà, il a 15 ans, c'est bon, il est devenu incontinent, machin. Bon, et c'est le vétérinaire qui décide s'il le fait ou pas, en son âme et conscience. Thierry refuse, à la clinique tout le monde refuse, mais il y a des vétérinaires… On refuse si on pense que l'individu il a encore une vie bonne et qu'il n'est pas en souffrance. Bien sûr, voilà. Oui. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auront malheureusement vécu déjà d'avoir des animaux qui arrivent alors, tu vois, souffrance. Bien sûr. Alors, pour te donner l'exemple le plus immédiat dans ma mémoire, c'est une chaîne qui m'a été présentée, c'est une chaîne Akita Inu qui m'a été présentée il y a 8 mois. Pour un deuxième avis, parce que on lui avait diagnostiqué, le diagnostic des confrères était parfait, on lui avait diagnostiqué un cancer très grave de l'os. D'accord. Et donc, dans l'endroit où elle avait été consultée, on avait recommandé une grosse intervention chirurgicale de la cancérothérapie, de la chimiothérapie, éventuellement aussi des rayons, etc. etc. Et elle avait déjà 9 ans, la chaîne, et les propriétaires sont venus me voir en deuxième avis. Le plus je vieillis, plus ça m'arrive, ce genre de situation. Et donc, et en regardant de la manière la plus critique possible, à la fois l'état des données scientifiques et aussi en me basant sur 30 ans d'expérience, si tu veux, honnêtement, moi, je n'ai pas exactement la même opinion que ce qui est marqué dans la littérature scientifique. Et j'ai vu beaucoup d'animaux parce qu'ils sont tellement aimés par leur foyer. Donc là, tu vois, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de généralité et de généralisation abusive. Mais
Moi, les animaux qui ont les chiens de compagnie qui ont des cancers, parfois, quand on commence à s'engager dans des interventions, dans des chimiothérapies, dans des radiothérapies, ils ne comprennent pas pourquoi ils subissent toutes ces altérations de leur qualité de vie au quotidien. Et en plus, ça les fatigue, ils peuvent faire des complications. Et donc, moi, je leur ai proposé, en essayant de leur montrer l'état des connaissances, des données scientifiques, le niveau de fiabilité des données scientifiques, et en confrontant tout ça à mes expériences, je leur ai dit, écoutez, je pense qu'elle aurait une meilleure qualité de vie et probablement une durée de vie qui ne serait pas si différente si on ne fait rien de tout ça, et qu'au quotidien, vous me donnez les meilleures possibilités de, à chaque fois, vous accompagner et vous aider pour savoir si elle a mal, ou si elle est affectée mentalement ou physiquement par le fait que de plus en plus, elle va plus pouvoir utiliser 4 membres, mais 3 seulement. Ils ont accepté, ils ont suivi, et 9 mois plus tard, hélas, ce qui explose toutes les statistiques, soi-disant, des individus qui ont ce type de cancer et qui ne sont pas opérés, à un moment donné, ils sont arrivés à la clinique pour nous demander, pour qu'on mette justement en jeu notre expertise et qu'on sache si, parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à le savoir, si elle est en souffrance et si, dans sa journée, il y a plus de mauvais moments que de moments encore où elle a des états positifs, des émotions positives. Et quand on l'a vu arriver, on est passé à 3 vétérinaires différents, donc c'est très important d'être collégial. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'enfermer tout seul dans son avis, il faut solliciter l'avis des autres. Et de manière collégiale, on a estimé, en revenant vers les propriétaires, que cette chienne, elle avait plus de moments agréables dans son quotidien. Et donc, on a proposé de l'accompagner d'abord en lui mettant un cathéter intraveineux sans lui faire le moindre mal et sans lui faire peur, puis en lui injectant une combinaison de molécules qui a altéré ses états de conscience, et elle s'est endormie doucement sur ses 2 propriétaires. Et puis une fois qu'on avait altéré sa conscience, on lui a injecté un barbiturique qui a arrêté son cœur et sa respiration, et donc assez rapidement, qui a arrêté ses états de conscience complètement. Et ça c'est une situation donc, de souffrance où l'euthanasie est justifiée, mais dans d'autres cas, elle ne l'est pas. Et là, quand le vétérinaire refuse l'euthanasie, AVA, c'est une réelle alternative, c'est une réelle solution, parce qu'il ne suffit pas de dire non, je ne l'euthanasierai pas, il faut dire ok, qu'est-ce qu'on en fait alors, oui, du parce coup, que c'est des propriétaires qui sont aussi en souffrance pour exactement. Pour Et donc, dans l'histoire de ce lieu, à un moment donné, j'ai souhaité, parce que j'avais été, au moment des lois sur les chiens dangereux, j'avais été sollicité par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur pour participer à ces lois, même si j'étais contre ces lois. Et donc, c'est vrai que, donc ça c'est au fin des années 90, début des années 2000, mais beaucoup d'entre nous quand même, on a été choqués par le fait que des chiens d'une apparence donnée soient stigmatisés comme étant forcément des chiens dangereux. Et donc, il y a eu énormément de mises à mort à cause de ça, d'euthanasie, de ce type de chiens, simplement parce qu'ils étaient en délit de sale gueule. Et donc, et donc, à un moment donné, ici, on a aussi accueilli des chiens réputés dangereux, alors qu'en fait, dans la réalité, certains étaient dangereux parce qu'on leur avait appris l'agression, mais beaucoup ne l'étaient pas. Et donc, dans ce lieu, on a accueilli donc des malades, des vulnérables, des, pardon, je vais être vulgaire, chiants, difficiles à posséder, si tu veux, dans le cadre de la possession urbaine, mais même à la campagne, et aussi des dangereux. Et en gros, si tu veux, l'objectif, c'est non seulement de les accueillir, mais comme on sait très bien que c'est très difficile de leur trouver un nouveau foyer, eh ben, on se projette dans comment est-ce qu'on peut être en mesure, même si on est une collectivité, c'est-à-dire qu'on est grosso modo, selon les jours, 5, 6 à 15, 20, 25 humains pour s'occuper d'eux, alors qu'eux, ils sont plusieurs centaines, comment est-ce qu'on peut malgré tout leur donner la meilleure vie possible, comme
avec l'objectif de leur donner la même vie qu'un chien de compagnie très aimé, qu'un chat de compagnie très aimé, qu'une vache qui vit dans un troupeau et tout le temps dans une pâture. Donc vraiment l'objectif de leur donner la meilleure qualité de vie possible. Et donc toute la philosophie de ce lieu, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va accueillir des individus qui ont probablement pas la chance de trouver rapidement de nouveaux adoptants. Des Inglorious Pets, parce qu'il faut quand même oui, voilà, des préciser que le Inglorious nom Pets, est voilà. extraordinaire. Merci Red Bravo, Five d'avoir trouvé ce nom, bravo, parce que bravo. ça résume totalement la philosophie. Oui, oui, oui. Vous auriez même pu dire Inglorious Bastards, ça allait aussi, parce que beaucoup de chiens ici sont aussi des chiens croisés. Mais bon, c'est un autre problème. Et donc, les accueillir, c'est une chose, mais si on sait en plus qu'on n'est pas en mesure de facilement les replacer ou de jamais les replacer, il faut leur donner la meilleure qualité de vie au quotidien. Et ça, c'est un vrai challenge. Alors du coup, justement, on va en profiter. Alors, aujourd'hui, l'association, combien de salariés, comment ça fonctionne? Alors, on les entend, peut-être pas vous, j'espère à la caméra, mais nous on entend, il y a des gens qui travaillent pour entretenir le terrain, parce que ça fait quand même 75 hectares, le terrain de l'association, pour pouvoir accueillir tous les animaux, tous les types d'animaux, on va en parler aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des salariés, des bénévoles, la taille du refuge, j'en ai parlé, des types d'animaux que vous accueillez aussi. Alors, principalement, on a vu, ça tourne autour des chiens, des chats, on a vu quelques chevaux, des vaches. Alors, c'est parce que vous n'êtes pas allé beaucoup vous balader, parce qu'en fait, si vous étiez allé sur toutes les pâtures, vous auriez vu environ 70 équidés, 3 vaches, 180 daims, donc il y a quand même une énorme population. Et en gros, donc il y a dans le refuge, il y a à peu près une centaine de chiens, une centaine de chats. Donc tu vois, ça fait 100 plus 100 plus 100 plus 100, ça a quand même à faire beaucoup. Et donc, il y a un ratio. Nous, quand on possède un animal, on est en général dans un foyer, on est plusieurs humains pour un animal et on est en situation de pouvoir être plusieurs à interagir avec lui, à veiller à ses besoins, à lui donner une vie bonne tout le temps. Là, on est dans un autre ratio, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins d'humains. Et donc, on a des salariés. Une quinzaine de salariés. Une quinzaine de salariés. On a des prestataires. Il y en a, selon les mois, il y en a 1 à 5. Et il y a aussi des bénévoles. On a une cinquantaine de bénévoles réguliers. Voilà. Et donc, toute cette organisation est vraiment nécessaire pour permettre à tous les individus qu'on accueille et qu'on héberge d'avoir la meilleure vie possible au quotidien. Alors salariés, nous, on a rencontré les soignants principalement. Aujourd'hui, on les avait déjà rencontrés la dernière fois. On peut parler des bénévoles parce qu'éventuellement, peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés pour venir vous aider. C'est quoi être bénévole chez AVA aujourd'hui? Alors nous, on a rencontré par exemple, un premier exemple, aujourd'hui on a rencontré 2 personnes qui promenaient des chiens. Donc, elles avaient toutes les deux 5 chiens. Il faut pas le tiens. Elles avaient 5 chiens toutes les deux qu'elles connaissaient parfaitement, donc elles connaissaient le comportement, ce qui leur permettait de se promener en adaptant la visite à l'animal. Et elles ont été très heureuses parce qu'elles expliquaient que c'était un bien-être pour elles, mais pour l'animal, mais aussi pour elles. Enfin, l'inverse, parce que c'était le but d'abord, c'était pour l'animal. Mais qu'est-ce que c'est du coup aujourd'hui un bénévole pour vous? Ça peut être plein de choses, j'imagine. Mais c'est surtout ça, c'est essentiellement ça, c'est de la promenade de chiens. Donc c'est venir régulièrement, 1 fois par semaine, promener des chiens, dans nos pâtures, dans les champs, dans les chemins, voilà. D'accord. Ça peut être éventuellement passer du temps avec les chats aussi, aider un peu à l'entretien du refuge, mais c'est quand même 95% de promenade de chiens. En fait, oui, mais ça dépend aussi des moments parce qu'en fait, on est dans une ferme, donc on est en pleine nature, et donc il y a aussi un impact énorme de la saisonnalité. C'est-à-dire que il y a parfois, alors beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais certains matins, l'hiver, quand on arrive ici, l'eau dans toutes les auges, elle est gelée. Dans toutes les gamelles, elle est gelée. Donc, l'eau gelée, ça veut dire que la quantité de travail des soignants, elle est multipliée par
par 15 dans la journée, parce qu'il faut toutes les 2 heures, il faut aller casser l'eau qui a gelé, etc. Donc, dans ces jours-là, la présence et les interventions de bénévoles, c'est vraiment plus que bienvenu. Ok. Il y a parfois aussi des solidarités qui sont, par exemple, qui émanent de certains voisins paysans qui nous prêtent leur tracteur, qui nous proposent de broyer le foin. Donc ici, il y a plusieurs centaines d'herbivores. Et donc, ça veut dire que nous, on fait notre foin. C'est-à-dire qu'on coupe, là bientôt. On a déjà commencé sur certaines pâtures. On stocke et on va utiliser le foin surtout dans les mois les plus difficiles de l'hiver. Ok. Et donc là, c'est un vrai travail agricole. Quand on fait vivre à peu près 70 équidés, 200 daims, en fait, les interventions, c'est surtout de connaître ses effectifs. Donc, ça veut dire connaître ses populations, mais connaître aussi les individus et de repérer le plus vite possible, parce qu'on passe du temps à les observer, on passe du temps à être proche d'eux, à interagir sur les pâtures. Donc, ça veut dire beaucoup marcher et ou utiliser des engins mécaniques. C'est là qu'on se donne les moyens de détecter au plus vite quand il y en a un qui ne va pas. Et donc, ça veut donc dire beaucoup de temps en extérieur. Et là, ça n'a l'air de rien. Nous, on est en intérieur. Mais travailler en extérieur, en Normandie, même s'il fait beaucoup moins froid qu'avant l'hiver, et même s'il pleut beaucoup moins qu'avant, c'est quand même très exigeant, très fatigant. Et donc, les personnes qui travaillent là et qui s'occupent beaucoup des animaux en extérieur, c'est éprouvant pour elles. Donc, c'est bien toujours que des salariés puissent être aussi épaulés par des bénévoles. Et puis, donc là, tu as parlé par exemple de 2 dames bénévoles que vous avez croisées qui viennent promener des chiens. Mais on peut aussi donner énormément de plaisir à un chien en le brossant, en le massant. Il y a des gens qui ont des vrais dons pour Aujourd'hui, on a masser. des bénévoles praticiens en shiatsu. Voilà, donc il y a et puis comme ici on a beaucoup de vieux, si tu veux, qui ont beaucoup d'arthrose, d'arthrite, des douleurs, de fonte musculaire, etc. Donc ce genre de choses, ça peut leur faire énormément de bien. Et puis je ne sais pas si vous avez passé du temps avec les chats. Donc il y a une communauté d'une centaine de chats, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont des chalets chauffés, ils ont des petits lits individuels. Donc il faut grosso modo beaucoup plus de... Si par exemple tu accueilles 100 chats, il faut que tu aies au moins 400-500 lieux de couchage plus ou moins individualisés pour qu'il n'y ait jamais de risque de conflit entre eux. Mais tout ça, ça demande un entretien mais phénoménal. Il faut tout le temps nettoyer, tout le temps laver, etc. Et donc c'est vrai que les soigneurs salariés, ils ont des journées vraiment très chargées et du coup, les bénévoles, ils peuvent aider en lavant, ils peuvent aider en entretenant, ils peuvent aider en brossant des chats, en tout cas ceux qui aiment se faire brosser. Et puis, dans les populations de chats, il y en a qui sont vraiment très sauvages, qui ont été abandonnés pour des comportements très agressifs alors qu'ils étaient enfermés, mais tous n'étaient pas forcément que enfermés et pouvaient être très agressifs. Et donc, mais il y en a aussi qui ont vraiment besoin de nous. Et puis il y en a, ils sont les deux. Ils ont besoin de nous, mais si on commence à trop les caresser, ils peuvent grave t'agresser et grave te blesser. Et donc, et il y a des personnes qui ont de bonnes connaissances avec les chiens, un bon feeling avec les chiens, mais pas du tout avec les chats. Il y en a qui ont un bon feeling avec les poneys, mais pas du tout avec les ânes, encore moins avec les mulets. Il y en a qui vont simplement s'extasier d'observer les daims sans chercher jamais à interagir avec eux parce que c'est une espèce qui est peu familière, ça reste une espèce sauvage. Ce n'est plus une espèce endémique en France. Dans la nature, il n'y a plus de daims en France. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Et donc, les motivations des bénévoles, elles peuvent différer selon les populations, les types de populations d'animaux avec lesquels ils ont plaisir à interagir, selon qu'ils aiment passer plus de temps en extérieur qu'en intérieur, etc. Mais la vie d'un refuge, la vie d'une association,
certes, repose sur, quand c'est très structuré, très organisé, comme ça l'est devenu ici, sur une équipe solide de salariés et de prestataires, mais repose aussi sur la générosité de ceux qui viennent s'investir bénévolement, qui sont en général des personnes seniors, mais pas que, puisque la preuve, on a la chance qu'aujourd'hui vous soyez là. On sera là. Donc du coup, alors si on résume, alors pour rappel, on est je dirais, entre Rouen et Beauvais, pour situer, pour ceux qui veulent le savoir où on se trouve. Hein, donc si vous voulez vous renseigner, de toute façon, après vous allez sur le site internet, on peut vous contacter via l'adresse mail. Et puis de toute façon faire des propositions éventuellement de bénévolat, voir comment vous rapprocher de vous. Et puis après, ça sera aussi en fonction de vous. Mais sachez que dans tous les cas, l'idée c'est plutôt, si vous voulez venir en bénévole, alors vous pouvez tester, hein, après tout vous n'êtes pas engagé, mais venez dans l'idée quand même de vous engager et que ça soit une activité qui vous plaît sur le long terme, parce que ce sont des animaux et vous allez aussi avoir un attachement avec eux, donc, et eux vont avoir un attachement pour vous, donc essayez de faire ça raisonnablement. Alors là tu vois, je me permets de te dire une chose, c'est qu'en fait, moi les animaux ils m'ont appris à être un meilleur humain. Ou un moins mauvais humain. C'est-à-dire que si vraiment surtout un moins mauvais. Surtout un moins mauvais, merci Elisa. Mais il y a une chose que les animaux nous doivent, nous enseignent chaque jour. Et moi, j'interagis avec eux et je vis avec eux depuis bientôt 60 ans. Donc, si tu veux, j'ai vraiment des expériences fortes. Mais les animaux, ils sont tout le temps dans la capacité à ressentir du plaisir pour peu qu'ils aient une qualité d'environnement et des humains bienveillants autour d'eux. Ce qui fait que ce n'est jamais un risque de leur donner du plaisir, parce que dans un refuge, ils sont habitués à ce que de nombreux humains leur donnent du plaisir. Et donc, quand on intervient de manière régulière en étant bénévole dans un refuge, en fait, on se rend compte que on peut donner du plaisir à un animal et on peut s'y attacher. Moi, je suis extrêmement attaché à énormément de mes patients. J'en ai plusieurs milliers. Je suis extrêmement attaché à eux. Chaque fois que je les vois, ça me donne un plaisir infini. Mais ça ne me blesse pas, ça ne me traumatise pas quand ils repartent de la consultation. Et de la même manière que quand j'intervenais ici très souvent, je passais à peu près 4 à 5 jours à Paris et 2 à 3 jours ici. J'étais très attaché à beaucoup des individus dont je m'occupais. Mais le fait de ne plus les voir, ça ne me blessait pas. Parce qu'en fait, je me rendais compte que si on pense à eux, et pas seulement à nous, et à la volonté de se faire plaisir, en fait, qu'ils étaient capables de trouver des plaisirs en voyant plein de gens différents. Et donc, vraiment, le fait qu'on pense que d'aller dans un refuge, c'est très important, parce que c'est vrai, c'est ce que tu as dit là, c'est fondamental. Il y a plein de personnes, je pense, qui n'osent pas venir en refuge parce qu'ils ont peur de s'attacher ou de culpabiliser parce qu'ils ne vont pas adopter. Mais ce n'est pas un problème. Franchement, ce n'est pas un problème. Ce lieu est conçu pour qu'on donne la meilleure qualité de vie aux individus, mais quand il s'agit d'animaux domestiques, un élément qui va leur donner de la qualité de vie, c'est les interactions avec des humains bienveillants. Mais en fait, ils sont capables d'avoir des plaisirs avec un grand nombre d'humains différents. Donc, il ne faut jamais s'enfermer en pensant « Oh là là, ça va me faire de la peine, je vais m'en occuper, je vais m'attacher, et puis en fait, je ne vais pas pouvoir l'emmener. » C'est pas grave. Lui, s'il a un autre humain bienveillant le lendemain, mais que c'est un humain différent, ça ne va pas lui poser un souci. Les animaux, pour nous les humains, ils ont de grands enseignements à nous donner sur la capacité à ressentir des plaisirs. Vraiment, hein. On va bien compléter. Alors, du coup, maintenant on a parlé de salariés, on a parlé de bénévoles, on a parlé de tous les animaux, on va parler d'un truc très humain, l'argent, puisque du coup il vous faut des financements. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos financements aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des aides de l'État? Est-ce que vous fonctionnez uniquement par dons, etc. Enfin, si vous pouvez nous raconter un peu tout ça. Et après, éventuellement, si vous avez quelques détails, alors moi j'ai quelques données, mais si tu les as en tête, qu'est-ce que pourrait représenter aujourd'hui, par exemple, un don de 10 € ou un don de 100 € que vous allez faire pendant les streams, à quoi ça va pouvoir ressembler
en réel. Et puis après, on partira sur les autres directives. Mais là, je pense que c'est le moment de parler. Ok, alors écoute, moi j'ai fondé l'association AVA le 10 janvier 2004. Et donc, au moment de sa fondation, l'association AVA avait 0 € de ressources. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai pas de famille, donc ce que je gagne, en étant veto, bah, si tu veux, ça me semblait tout à fait logique que je le remette ici. Okay. Et donc, l'association a vécu sur ce mode pendant grosso modo une dizaine d'années. Et puis après, elle a vécu sur... Ses ressources ont augmenté, donc en partant de 0 €, parce que chaque humain qui est arrivé ici et qui a été salarié, qui a été bénévole, il a apporté de lui, de ce qu'il connaît, etc., etc. Et donc, donc il y a eu différentes périodes dans la vie de l'association. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2022, l'association a eu en 2021 un peu moins de 1,4 million de ressources, de recettes. L'objectif la nature d'une association, c'est pas la recherche du profit, c'est-à-dire que tout ce qui est reçu par l'association va forcément être utilisé pour les objectifs de l'association. Les missions sociales de l'association. Et donc, nous, on est une association de protection animale et on a vocation à accueillir tout type d'animaux de ferme qui sont dans la difficulté et qui n'ont pas un destin durable dans la situation où ils se trouvent. Et donc, pour te donner une idée, 15 salariés et 5 prestataires, c'est à peu près, sachant que dedans il y a des prestataires vétérinaires, mais c'est à peu près un budget de fonctionnement de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Là, par exemple, on est en train de refaire les parcs d'hébergement des chiens. Et la terrasse que vous voyez derrière nous, c'est pour ça qu'il y a des échelles, c'est la terrasse. Ça, c'est pour les chats, mais et la partie pour les chiens, vous avez refait là qui est toute neuve aussi, qu'on a vu. Oui, on a eu des généreux mécènes qui ont financé ça. Alors, ils ont souhaité qu'on ne divulgue pas leur nom, mais pour la réfection d'un bâtiment sur un seul niveau, ça a coûté presque 200 000 €. Là, on est en train de... L'image que vous verrez, hein, il y a un film qui a été réalisé ce matin, vous verrez, c'est un centre tout neuf qui a été réalisé. Pour les parcs, si tu veux, être hébergé en extérieur quand un chien est en bonne santé, qu'il n'est pas vulnérable, c'est un plus. Parce que il voit les oiseaux, il entend le vent, il est connecté à la nature et il n'est pas enfermé. Et c'est un agent en général de plaisir. Ce qui va lui manquer, c'est de l'humain. Donc les soigneurs, il faut qu'ils passent du temps. Et donc, la réfection des parcs, au total de tous les parcs qu'il y a ici, c'est plus d'1 million d'euros. Donc le parc mécanique, donc on a à peu près 12-13 engins mécanisés qu'on utilise au quotidien, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc en fait, plus une association a de recettes, mieux elle peut faire son travail. Et en fait, quand tu es dans l'esprit de la recherche de l'excellence, ça revient exactement à la vie d'une entreprise. Parce que tu peux toujours faire mieux. Et donc, et dans ce lieu qui est si vaste, faire mieux, c'est des meilleures qualités d'hébergement, c'est plus d'humains. Et puis, là, on est à un moment où les fondateurs des 3 fondateurs de l'association, des 3 fondateurs initiaux, Maxime, Jenny et Michel, il ne reste plus que Maxime. Et Maxime, il a donné vraiment énormément de sa vie pour les animaux. Et donc, ça fait presque 20 ans qu'il n'a plus été en situation
de s'occuper d'Ava, mais j'ai pris le relais et j'ai structuré ça. Et puis maintenant, Maxime, il est à un moment de sa vie où vraiment lui-même commence à être en difficulté. Et pour moi, c'est très important qu'il ait la meilleure fin de vie possible, si j'ose dire, et entouré de ses animaux. Et donc, il en avait besoin et je l'ai fait avec plaisir. J'ai racheté sa propriété, mais en fait, et je continuerai à assumer le remboursement de sa propriété, mais le lieu, on est en train de le transformer en deuxième refuge Ava, mais en lui donnant une dimension plus familiale. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu là, c'est-à-dire des animaux dans des parcs... Après, comme ça, on parlera un petit peu de l'avenir. Oui, pour répondre à ta question, oui, l'association vit en quasi-exclusivité que de dons. D'accord. De dons de particuliers, mais on a aussi le soutien financier de quelques entreprises qu'on remercie. On a également de généreux mécènes. Et là, cette année, en 2022 et en 2021, on a eu l'aide exceptionnelle de l'État à cause du Covid. Okay. Dans le cadre du plan de relance, l'État a aidé énormément d'associations de protection animale. Mais sinon, à part ça, aide zéro de l'État. Voilà. Mais donc les dons des particuliers sont essentiels parce que ce sont ces dons qui nous permettent de faire vivre le refuge et de mener toutes nos actions, même au-delà du refuge. Et alors, est-ce que tu avais en tête à peu près, si je donne 10 euros aujourd'hui, à quoi ça peut correspondre, ou 100 euros, voilà, ces deux équivalences qui peuvent être intéressantes? Par exemple, avec 10 ou 20 euros, on peut acheter un paquet de friandises ou un paquet de croquettes pour un chien ou un chat en fonction de sa taille, de ses besoins, etc. Pour 500 euros, on achète une nouvelle niche pour un chien. Qu'est-ce que je peux te donner? Tu connais bien les prix? C'est mes collègues qui me renseignent. Pour une cinquantaine d'euros, on va pouvoir acheter une couverture pour un cheval. Voilà, donc en fait, on a besoin de toutes les... Il n'y a pas de petits dons. Toutes les sommes nous servent à différentes choses en fonction des besoins, des tailles des animaux, des âges des animaux, voilà. On a besoin l'hiver de manteaux pour chiens, on a besoin de jouets pour les chiens. Ouais. On a tout le temps besoin de faire de l'entretien, de la maintenance. Il y a tout le temps, il y a beaucoup d'animaux hébergés, c'est vaste, donc il y a tout le temps des sites qui se dégradent et qui doivent être réparés, etc. etc. Là, par exemple, là où on vous reçoit, vous voyez, le lieu a été refait il y a, je pense, une dizaine d'années. Et là, ça ne se voit pas sur le film, j'imagine, mais bon, quand on regarde dans le détail, on voit que c'est quand même un peu dégradé, etc. Alors, est-ce que les animaux, ils en ont quelque chose à faire? Non, ils s'en foutent complètement. Ce qui compte, c'est que ce soit confort, c'est que le chat, il puisse, tu vois, faire un peu l'espiègle et tout, etc., etc. Donc, mais là, par exemple, là, tout ce qu'on a construit là, c'est tout nouveau. Donc, et ça veut dire que, par exemple, pour les chats qui vivent ici, ils vont avoir une meilleure qualité d'hébergement parce qu'ils vont pouvoir faire beaucoup plus d'exercices physiques, ils vont pouvoir aller en extérieur, voir des petits oiseaux, etc. Donc, en fait, si on est dans cet objectif d'améliorer leur quotidien, c'est jamais assez parce qu'il y a toujours des choses en plus, en mieux qu'on peut leur proposer. Là, par exemple, ça va être l'été, on va avoir besoin d'acheter des ventilateurs, on va avoir besoin de tapis rafraîchissants, manteaux rafraîchissants, bandanas rafraîchissants. De piscine. Parce que quand il fait très chaud, ce qui va le plus protéger les chiens des coups de chaleur, c'est de pouvoir très régulièrement se baigner, se plonger dans l'eau. Donc on leur achète alors on dit des piscines, mais en fait ce sont des grandes auges qui sont utilisées sur toutes les pâtures pour abreuver les vaches ou les équidés. Ok. Je pense que ça répond à vos questions sur les dons, mais de toute façon, si vous avez des questions après avoir vu ce film, on sera en stream de toute façon, donc vous pourrez nous en parler et on pourra vous répondre, et dans tous les cas, vous faire aussi revenir vers le site de Ava, etc. Et nous aussi, on sera en contact directement avec Ava, donc on pourra leur poser des questions, il n'y a pas de difficulté. Merci. Je voulais juste te dire aussi que on fait attention à donner beaucoup de diversité dans le régime alimentaire de toutes les populations d'animaux qu'on héberge. Donc les herbivores, ils ont du foin, ils ont l'herbe qui pousse naturellement sur les pâtures et ils ont des granulés. Les carnivores, les chiens, les chats, ils ont des croquettes, mais ils ont aussi des boîtes et des sachets. Donc, on a même vu que les huskies avaient du camembert, je tiens à le dire. Voilà. Parce que les huskies sont difficiles. Et c'est ça aussi notre particularité, c'est qu'on s'adapte
au comportement, au caractère, au goût, aux préférences de Chaque chacun des individu. individus. Ouais. De chacun des individus hébergés ici. Et les huskies sont particulièrement difficiles, ils ne veulent rien, alors du coup, oui, ils ont du camembert. C'est du ski normand. Donc vous l'aurez compris en tout cas, n'hésitez pas à faire des dons. Les petits dons, bah, ça se cumule et ça fait des gros dons à la fin et ça permet du coup d'acheter des choses et qui, donc à court terme, bah, c'est de l'outillage, etc., des petites choses du quotidien pour les animaux. À moyen terme, c'est de la nourriture et à long terme, bah, c'est de la machinerie, de l'entretien pour bah, gérer 75 hectares. Mine de rien, c'est quand même, effectivement, on se doute bien que c'est un petit budget. Je voudrais qu'on fasse un tout petit point sur justement si moi, là, profitez du fait que vous êtes vétérinaire, puisque ce soit votre mission, je suis propriétaire d'un animal. Bah, qu'est-ce qui peut, moi, éventuellement, est-ce que vous avez des conseils de bien-être ou pas? Alors, on va partir sur des animaux classiques hein, du quotidien, on va aller sur du chat, des chiens. Je pense que c'est la plupart de ceux qui se comptent. On parlera peut-être pas de reptiles aujourd'hui, moi je déteste les serpents. Donc, mais voilà, est-ce que vous avez des conseils bien-être et surtout éventuellement des conseils sur identifier des comportements de mal-être qu'on pourrait voir? Voilà. Un cas, je sais qu'on avait évoqué ça, on avait discuté avec les soignants et avec vous. Par exemple, bah, c'est vrai que bah, il y a certains chats vraiment, qui vont être en appartement, qui vont mal le vivre. Et c'est pas de la faute du propriétaire, c'est pas de la faute du chat. Hein, c'est juste que ce chat-là le vit mal, alors qu'il y a d'autres chats qui vont très bien le vivre, quel que soit le propriétaire. Enfin, tant qu'il est bien traitant et aimant. Donc voilà, est-ce que là-dessus vous auriez un petit point? Et puis, bah, ce qui nous amènera à une deuxième partie, c'est du coup, imaginons que moi j'ai un problème, peu importe les raisons, voilà, qui amène au fait que bah, l'animal, je ne peux pas le garder, que je viens vous voir, comment ça va se passer? Alors, je dis comme ça des petites idées, mais moi ce que j'ai vu, c'est que bah, déjà vous allez travailler sur un temps d'adaptation, déjà pour que l'animal se sente bien effectivement, qu'il trouve sa place d'abord sur le site avec les soignants. Ensuite, selon les besoins, bah, comment il va pouvoir être adapté, entre guillemets, alors je dirais réinsérer, c'est pas le, c'est un terme très humain, mais comment éventuellement ces problèmes de comportement, parfois vous arrivez à les résoudre, et puis bah, parfois aller jusqu'à bah, les maintenir. Du coup, comme vous nous en parliez, parce qu'on est sur un centre aussi qui accueille les vieux animaux, beaucoup de vieux animaux qui peuvent plus ou difficilement être accueillis parce que bah, les gens, je peux comprendre humainement, hein, ça va être compliqué d'accueillir un vieil animal qui est en difficulté, etc. Il y a très peu de foyers qui souhaitent adopter des seniors. Bah, on est tous humains. Enfin, je dirais, c'est le côté. Alors, je me place du point de vue de la personne moyenne, hein, comme ça. Vous pouvez me juger. Mais, Non, justement, ici, on ne juge pas. C'est pas dans les valeurs de l'assaut. Mais justement, en fait, bah voilà, je suis en situation de difficulté. Déjà, hein, qu'est-ce que j'aurais pu voir qui aurait pu voir que cet animal est en difficulté et que j'aurais pu le gérer mieux? Et vous, si j'ai pas réussi à gérer ce point de vue-là, qu'on arrive à la situation de rupture où j'ouvre la porte, comment vous allez faire, comment vous allez traiter la suite? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Oui. Alors, déjà, à propos Mais des... je pose autant de questions que Thierry va répondre comme ça. On fait un équilibre. Déjà, à propos des chats, bon, tu compléteras parce que c'est toi le veto, mais c'est vrai que, voilà, vous voyez un chat dans la rue. Il y a deux comportements. Il y a la personne qui va se dire « Pauvre petit chat, il doit souffrir le martyre, il va tomber malade, il va se faire écraser, il doit lutter, nanana, il ne peut pas manger, nanana. » Donc, je le prends chez moi ou je le fais adopter, je le prends, je le fais stériliser et je vais l'enfermer chez moi parce que j'ai trop de peine pour lui. Ça part d'un bon sentiment, mais je reviens là-dessus après. Il y a l'autre comportement qui est la personne qui voit le même chat et qui se dit bah, ce chat, il a peut-être une vie difficile, mais c'est sa vie de chat, c'est sa vie de chat libre. Alors ok, il va peut-être pas vivre longtemps, peut-être qu'il va se faire écraser demain ou dans 5 minutes, ok, c'est comme ça, mais c'est la vie. Mais en tout cas, il aura eu sa vie de chat, c'est comme ça. Je reviens sur la personne qui, elle, décide de le prendre, de le faire stériliser et ensuite de le ramener chez elle ou de le faire adopter par quelqu'un d'autre. Ce chat-là, on ne lui a pas demandé son avis. Peut-être que ce chat-là, il était en fait très bien. Nous, on agit d'un point de vue très
humains, même si ça part d'un bon sentiment, c'est en fait souvent, on est biaisé par l'anthropomorphisme parce qu'on regarde ce chat avec nos yeux d'humain et on se dit le pauvre petit chat. Alors qu'en fait, il n'y a pas de pauvre petit chat. Ce chat, il vit sa vie tout simplement. Et en le prenant de son environnement et en lui imposant une nouvelle vie, peut-être enfermé dans un appartement, et ben peut-être que ce chat, ça lui conviendra absolument pas. Et c'est là, c'est une des situations dans lesquelles le chat peut se mettre à développer des comportements gênants, agressivité, malpropreté, etc. Et là, on arrive dans une situation où on se dit, bah mince, mon chat finalement, bah il est pas si mignon que ça parce que bah il m'a défoncé mes rideaux, m'a complètement défiguré, donc bah je peux plus le garder. Et bah ouais, bah pourquoi je peux plus le garder? Parce que tu lui as imposé une situation qui ne lui convenait pas alors que tu pensais bien faire. Voilà. Et nous, c'est la situation qu'on retrouve tout le temps à Ava, tout le temps, tous les jours, des dizaines de fois par jour. C'est des propriétaires qui nous contactent, qui sont dans une situation de blocage. C'est pas un abandon, on ne juge pas ça. C'est juste une situation impossible où ils ont pris un chat. Ils pensaient que ce serait la vie rêvée avec lui, ils le voulaient, c'était réfléchi même, etc. Mais le chat se met à présenter des comportements qui les gênent trop et qui font que bah, la situation est devenue invivable et pour l'humain et pour le chat. Et donc ces propriétaires font la démarche de nous contacter parce que soit c'est l'euthanasie, parce que le chat il est arrivé à 12 ans, plus personne n'en voudra, il pisse partout et il te défigure, donc plus personne n'en voudra. Ils nous contactent en dernier recours pour leur éviter l'euthanasie et leur permettre d'offrir un environnement favorable. Et souvent, dans vraiment, je pense 90% des cas, c'est des chats qui vivaient enfermés en appartement et qui ne supportaient pas ça. Je dis pas, attention, je dis pas que tous les chats ne supportent pas de vivre en appartement. Il y a plein de chats qui adorent ça et à qui ça convient parfaitement. Mais il y en a d'autres, bah, c'est la cause en fait de leur mal-être et leur imposer une vie qu'ils n'ont pas choisi, qui ne leur convient pas, c'est ça la réelle maltraitance. En fait, on ne se rend pas forcément compte de la maltraitance qu'on fait subir à des chats, alors que pourtant, nous, on pense bien faire. Voilà. Alors, j'ai presque rien à ajouter, parce qu'elle a parfaitement parlé. Merci. Non, mais c'est vrai, vraiment. C'est du vécu. Hein. En fait, on pourrait penser qu'on peut prévoir les besoins de l'animal. En fait, non. C'est impossible de prévoir les besoins de l'animal. Et donc, il faut vivre avec lui. Puis à un moment, on peut se rendre compte que la cohabitation avec lui, dans ce que nous, on est en mesure de lui offrir, elle ne va pas générer chez lui du plaisir. Au contraire, elle va générer du mal-être. Et c'est là qu'il va commencer à se comporter de manière de plus en plus gênante, voire dangereuse. Et c'est là que, comme tu l'as dit, on peut être amené à considérer de s'en séparer. Et hélas, si tu veux, dans une relation avec un animal, on est toujours deux. Et en fait, notre rôle, mais je pense que c'est exactement la même chose que quand on est parent. Je pense que c'est la même chose que dans un couple, deux personnes qui au départ se rejoignent parce qu'elles se plaisent, parce qu'à un moment il y a du sentiment, il y a du sexe, blablabla, blablabla. Puis après, il va falloir vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, il y a des choses qui peuvent se transformer et s'abîmer. Et donc, il n'y a pas de conseil générique que je puisse te donner pour qu'un chien soit bien, pour qu'un chat soit bien. Ce qu'elle a dit, Elisa, sur les chats, c'est vrai. L'écrasante majorité des 14 millions de chats qui sont chats de compagnie en France sont des chats dits de gouttière, c'est-à-dire que leurs ancêtres immédiats se sont rencontrés en extérieur, se sont reproduits. La finalité du vivant, c'est d'avoir une descendance. C'est le propre du vivant. Et donc, nous, les humains, on va considérer qu'une population qui devient trop nombreuse de chats, et c'est un fait, peut contribuer à l'effondrement dramatique des populations d'oiseaux sauvages. C'est vrai, c'est possible, c'est probable. Mais donc nous, quand on a la responsabilité du fait qu'on a de plus en plus de chats de compagnie, de chats domestiques en France, il faut aussi qu'on se préoccupe de l'état de la faune sauvage avicole, de la faune sauvage des oiseaux, et donc sans parler des petits rongeurs. Et donc c'est vrai que c'est aussi à un moment un comportement responsable de stériliser les chats.
Mais comme l'a très 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 bien expliqué Elisa, beaucoup de chats ne sont pas malheureux parce qu'ils sont libres. Au contraire, c'est un facteur de bien-être pour eux. Et c'est la vie qu'on essaie de leur donner ici, où il y a zéro enfermement pour les chats. Les chats ont une vie de chat libre, mais tout en étant dans la sécurité du refuge. Et le fait est que il se pourrait aussi que tu sois un jour propriétaire d'un chat qui n'aura de plaisir que quand tu es là, qu'il peut interagir avec toi, te parler, toi le regarder, parce que ça va lui faire très plaisir. Quand tu dors, il va venir dormir contre toi. Et puis, quand tu es absent du matin au soir, lui, il va adorer se reposer, kiffer. Et moi, à ma clinique, je vis avec une petite chatte qui s'appelle, c'est une grosse chatte qui s'appelle Mélicha. Je l'ai eu chaton et on a une complicité extraordinaire. On se fait des câlins visuels. Parfois, je lui parle, elle me montre sa satisfaction, etc. Et avec moi, elle a une relation vraiment très intime, très privilégiée. Et je vois que, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la clinique, à peu près 25, je vois qu'elle a des relations aussi privilégiées avec certains, mais pas beaucoup. Et je la vois jamais exprimer toute sa palette de comportements, sauf avec moi. Et donc, pour te répondre complètement, donc, pour aider chacun à avoir la meilleure vie possible avec son animal, en fait, l'animal, c'est un individu, toi, tu es un individu, et donc, ça dépend des conditions physiques de vie qu'on est en mesure de lui apporter, selon qu'on est citadin ou pas, selon qu'on est campagnard ou pas, mais ça dépend aussi de qui on est. Tu vois, si par exemple quelqu'un de très nerveux, de très irritable, de très triste, il ne va pas forcément apporter les mêmes niveaux d'agrément à son animal de compagnie. Mais d'un autre côté, coucou Séverine, d'un autre côté, certains individus animaux, ils vont vraiment avoir besoin de quelqu'un qui ne soit pas trop expansif, qui soit plutôt quelqu'un de très calme et qui soit plutôt quelqu'un qui a besoin de temps en temps de moments de pleine tranquillité sans même être avec son animal. Donc c'est deux individus qui se retrouvent, qui ne sont pas de la même espèce, qui vont partager un environnement physique. Et après, tout dépend de tout ce qui va se passer pendant toutes ces interactions. Donc on pourrait dire peut-être... Je voulais juste faire une pause pour permettre à Séverine de... On peut couper 2 secondes? Donc là, par exemple, tu vois, on fait un enregistrement, mais en fait, là, on a l'impression qu'on est dans une maison d'humains, mais en fait, c'est la maison des chats. Et pour certains d'entre eux, on a parlé des chats qui jouissent d'être libres et d'être dans la nature, mais en fait, leur principale jouissance, c'est d'être dans l'habitat confortable des humains, où il fait toujours chaud, où il n'y a que des trucs super confort. Et là, tu vois, en fait, tout c'est vraiment de l'habitat d'humain, mais c'est fait pour... Là, on le destine aux chats. Là, cette table, bien sûr, elle nous sert, mais là, c'est des lieux sur lesquels, par exemple, on va le voir de temps en temps coucher, kiffer, avoir le soleil qui tape sur lui, etc., etc. En fait, la particularité d'Ava, c'est que ce sont les humains qui s'adaptent aux animaux et pas l'inverse. On leur demande rien. C'est nous qui nous adaptons à leur caractère, à leur identité d'individu, de personne en fait. On n'est pas dans une relation de domination. Et on ne leur demande pas d'être de parfaits petits chiens-chats de compagnie qu'il faut absolument faire réadopter, donc qui doivent correspondre aux critères des adoptants. Non, c'est l'inverse en fait. C'est à l'humain de s'adapter. Oui, alors du coup, on va parler quand vous avez Vas-y. Quand vous avez les animaux du coup qui arrivent à Ava, potentiellement qui sont... Alors, encore une fois, je prends sur les classiques pour moi, enfin ce que je peux connaître, les chiens, les chats. En fait, ils vont arriver selon... Vous allez apprendre à connaître leur comportement, à voir comment ils se sentent, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent mal. Et éventuellement, alors justement, quand vous faites de l'adoption, si j'ai bien compris, en fait, vous expliquez le comportement de l'animal à celui qui voudrait être adoptant. Donc, c'est possible, par exemple, de venir adopter chez Ava, mais on va vous expliquer
qui est cet animal, quel est son caractère, si ça peut matcher, quoi. Oui, et puis alors préalablement au fait de se déplacer, de venir voir des animaux, on essaie d'évaluer ce que le propriétaire, ce que l'adoptant, il est en mesure d'offrir à l'animal. Et nous, donc du coup, on se fait un petit casting de ah bah tiens, peut-être que cet individu-là, ça pourrait convenir, celui-ci aussi. Et donc et là, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment le quotidien des soigneurs et des responsables des soins qui connaissent vraiment bien chacun des individus et qui vont, en fonction de ce qu'il leur est décrit sur le profil de l'adoptant, son mode de vie, qui vont sélectionner ceux qu'ils pensent comme étant les meilleurs individus à proposer à l'adoption. Okay. Et si jamais il n'y a pas un bon match, c'est pas grave, les personnes peuvent nous rapporter, puis on fait un autre essai, etc. etc. D'accord, ok. De toute façon, c'est vrai que c'est un point à rappeler à chaque fois, mais l'idée, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de jugement, on essaye. Non, jamais. Ah non. On essaye de, voilà, les choses il arrive que les choses ne fonctionnent pas dans la vie, Oui. et on le prend en compte ici, et on essaye de trouver le lien, éventuellement, si, selon le besoin, selon ce que les personnes souhaitent vous apporter, soit par des donations, soit par du bénévolat, soit par de l'adoption, et donc du coup, on est dans les animaux. Mais dans tous les cas, voilà, on est toujours dans l'échange, et c'est ça aussi qu'on peut mettre en avant. D'ailleurs, les adoptions, il y en a sur le site internet, il y a des animaux qui sont présentés sur le site internet. Alors, Oui, et sur notre page Facebook. Ok, donc voilà, si vous pouvez sur le site internet ou sur Facebook pour voir. Ou Instagram. Ou Instagram, ces animaux sont si populaires. Donc vous pouvez les voir sur les différents réseaux, pareil, qu'on vous remettra, mais surtout à partir du site Affaires Refuge, vous pouvez aller voir les animaux qui sont présents à l'adoption, parce que tous ne sont pas adoptables aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de dons, je le rappelle. On part du principe que presque tous nos animaux sont adoptables, mais à partir du moment où on arrive à trouver la famille qui leur correspond. Voilà. Et aussi, ça n'a l'air de rien, hein, mais chaque année, il y a 140 000 équidés qui sont mis à la retraite. L'écrasante majorité d'entre eux, ils finissent à l'abattoir. Ouais, bah oui. Et pourtant, ils ont donné 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie à un ou de très nombreux humains, quand ils sont dans des clubs. Et franchement, c'est vraiment pas... c'est terrible dès qu'on ne peut plus les utiliser, de les envoyer à l'abattoir. Alors qu'un équidé, ça vit 30 ans, 35 ans. Donc, ils peuvent avoir une énorme qualité de vie. Mais le problème, c'est que plus ils sont âgés, plus c'est cher s'ils ont besoin de médicaments. Ouais. Plus c'est cher d'entretenir leurs pieds, plus c'est cher d'entretenir leur bouche. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle, la plupart du temps, les équidés, une fois mis à la retraite, ils finissent à la boucherie. Et donc, c'est probablement plus facile, si tu veux, d'adopter un chat, de considérer l'adoption d'un chat ou d'un chien que l'adoption d'un équidé. Mais ce n'est jamais impossible. Donc, si nous, on a, par exemple, des propositions qui nous sont faites où on s'aperçoit que un ou plusieurs des équidés qu'on héberge ici, qu'on espère bien héberger, il serait probablement au moins aussi bien, voire mieux ailleurs. Pourquoi ne pas envisager aussi de placer l'équidé? Tu vois, c'est Et tout le monde peut trouver une famille. L'idée, c'est que tout le monde peut trouver une famille tant que cette famille correspond aux besoins de l'animal. Oui. Et des fois, on a des miracles, hein, notamment pendant le Covid. Il y a eu une explosion des adoptions et on a eu des adoptions miraculeuses de chiens qui étaient là depuis des années, dont on ne pensait pas qu'ils pourraient retrouver une famille un jour. Ils ont trouvé. Donc, c'est pas impossible. Ici, il y a un chien qui a vécu, Bao, c'était mon patient. Il a vécu, je pense, ici plus de 15 ans. Il est arrivé ici, je crois qu'il avait 1 an. Et il a été adopté, il avait 15 ans et demi. 16 ans. Il était ultra irritable, borgne, et il a été adopté, et a priori... Et il a été adopté par une femme malvoyante qui a été touchée par le fait qu'il soit borgne, puisqu'elle aussi avait un déficit visuel. Voilà. Et ça se passe très bien. Alors, il y a une autre possibilité aussi d'aider les animaux, c'est de les parrainer.
Est-ce que vous pouvez nous parler du parrainage? Oui. Comment ça fonctionne? Alors, nous avons quelques animaux effectivement à parrainer, chiens, chats, chevaux et un daim également, notre daim tire-bouchon, star de nos daims, que vous pouvez parrainer pour contribuer à leur bonne santé, leur bien-être sur le long terme. En fait, le parrainage chez nous, c'est du don mensuel, donc tous les mois, vous donnez une somme pour eux et ça nous permet de leur offrir à manger, des jouets, de contribuer à leur bonne santé quand ils ont besoin d'aller chez le vétérinaire. Voilà. C'est un engagement sur le long terme et c'est particulièrement intéressant de parrainer quand vous voudriez bien avoir un animal mais que vous ne pouvez pas en avoir. C'est une façon de vous impliquer dans la vie d'un animal sans qu'il vous appartienne vraiment. Par exemple, d'un tire-bouchon, vous ne pourrez sans doute pas avoir tire-bouchon chez vous, mais vous pouvez contribuer à sa bonne vie tout au long de sa vie. Ça marche. Alors, je t'ai interrompu à un moment donné, mais tu avais commencé à parler de l'avenir de l'association. Et du coup, est-ce que vous pouvez en dire plus? C'est quoi vos visions de l'avenir aujourd'hui de l'association? Alors l'avenir, c'est elle. Vas-y. Et là, nous avons un très très gros projet. Là, vous êtes les premiers en fait à en être informés. C'est une exclusivité mondiale. Wow. Et ouais, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Donc voilà. Nous allons ouvrir un nouveau refuge en septembre qui sera complémentaire de celui-ci, qui sera très différent. Ce sera un refuge plus familial, plus petit, où les animaux vivront en liberté, en harmonie. Il y a déjà des animaux qui résident, des chiens, des chats, des poules, un poney, probablement bientôt des cochons. Et des chèvres également, des chèvres et boucs. T'as oublié les pans. Et les pans, évidemment, excusez-moi les pans. Et le concept de ce refuge, le concept de ce refuge, c'est de permettre à des animaux âgés ou vulnérables de vivre en harmonie avec des personnes humaines âgées également. Donc voilà, actuellement il y a donc un vieux monsieur qui vit là-bas. On a recruté une personne formidable qui s'occupe de lui parce qu'elle est infirmière pour humains, mais elle va aussi s'occuper des animaux parce qu'elle a cette fibre avec les animaux aussi. Et voilà, donc c'est un tout nouveau concept qui aussi fait écho à tout ce qui se passe en ce moment avec la gestion de la société des personnes âgées, et qui est aussi le miroir de la façon dont on traite les animaux âgés. Et nous, on veut montrer que faire vivre des animaux âgés et des humains âgés, c'est possible et c'est bénéfique pour les deux. Voilà. C'est ça ? Subjugué. Alors, juste avant, pour vous laisser après le mot de la fin, je me rappelle qu'il y avait un point de détail quand même qu'on voulait aborder sur les animaux de race. Oui. Et quand même, pour l'évoquer et pas l'oublier. Ouais. Du coup, je vais te laisser la parole par rapport à ce sujet-là, parce que alors là, c'est moi, je ne maîtrise pas. Arrête de me regarder comme ça. Je regarde pas, ok. Alors, c'est vrai que donc, tout à l'heure, on a parlé d'euthanasie. L'une des causes d'euthanasie et aussi d'abandon, c'est lié à ce qu'on appelle la sélection artificielle. La sélection artificielle, c'est ce qui est nécessaire pour créer des animaux de race. Donc les races ne sont pas nées toutes seules, c'est l'humain qui a créé les races. Mais en créant des races, il a engendré de la consanguinité. La consanguinité a comme conséquence d'engendrer des maladies. Aujourd'hui, on a donc chez les animaux de race parfois des maladies donc génétiques, des handicaps qui sont d'origine génétique et qui sont dus à cette sélection que l'humain a faite. Le problème, c'est que quand on décide d'acheter en élevage un chien ou un chat, quelle que soit sa race, parce qu'il est trop mignon, parce qu'il est trop à la mode et parce que toutes les influenceuses, elles en ont, on peut se retrouver sans s'y attendre avec un animal qui va avoir de gros problèmes de santé, qui vont coûter très cher, entre parenthèses. Et on s'y attend pas forcément. On ne s'attend pas forcément à devoir dépenser dans les premiers mois de vie de son chiot ou de son chaton des sommes considérables. On n'a pas forcément non plus envie de vivre avec un animal handicapé. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait de vivre avec un animal qui est handicapé ou malade. Et du coup, ça a pour conséquence parfois l'abandon et, dans le pire des cas, l'euthanasie.
Et nous, on a été confrontés à cette situation un certain nombre de fois à Ava, avec par exemple Pax. Pax qui est un dog des Canaries, donc c'est un gros molosse. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il a été abandonné à la clinique vétérinaire directement à l'âge de 9 mois parce que Pax, donc c'est un chien de race, il a un super pédigré, c'est vraiment un très beau chien. Mais Pax, il marche super mal, il a des malformations de partout et son propriétaire l'avait acheté pour qu'il puisse courir derrière lui quand il fait du cheval. Et ce chien, il ne pourra jamais courir derrière un cheval. Donc il n'en voulait pas, il a demandé à ce qu'il soit piqué. Et donc le vétérinaire, l'associé de Thierry, a refusé et Ava l'a sauvé. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ça arrive très régulièrement et c'est l'un des combats que l'association Ava mène parce qu'on veut sensibiliser au fait qu'il ne s'agit pas... Quand on acquiert un animal, on acquiert un être vivant. On n'acquiert pas une apparence, un joli petit chien trop mignon, trop à la mode, trop instagrammable. On acquiert un être vivant. Donc, il faut être conscient que oui, il aura son tempérament et il aura la santé qu'il aura. Voilà. Donc, il faut toujours bien se renseigner sur l'origine, la provenance de l'animal que vous achetez ou que vous adoptez, dans la mesure du possible. Est-ce que l'élevage est sérieux ? Qui sont ses parents? Est-ce que des tests génétiques ont été réalisés ou pas? Essayez de vous renseigner à l'avance sur le tempérament que peut avoir cette race, même si chaque individu est différent, ça vous donnera quand même une indication, et sur les maladies génétiques auxquelles il peut être prédisposé. Encore une fois, j'ai rien à ajouter. Et je vais te laisser, juste avant le mot de la fin, vous dire que donc, les lives auront lieu à partir de 18 h aujourd'hui jusqu'à minuit dimanche. Vous pouvez retrouver tout le monde en faisant un point d'exclamation Linktree sur le chat. Et là, vous aurez la liste de tous les streamers en live ou en live actuellement. Après, vous allez voir directement sur leur live pour savoir quand est-ce qu'ils vont streamer. N'hésitez pas, on me balance des informations en live. Ah, c'est le Redfile06, hashtag 0622. Voilà. Comme ça, j'ai... Ok. Alors, pour retrouver comme ça. Je vous le dis parce qu'on me balance tel des écriteaux, c'est terrible. C'est le prompteur voilà, est là. J'ai le prompteur en face. Donc vous pouvez cliquer sur Twitch. Vous tapez hashtag Redfile0622 pour retrouver tous ceux qui sont en live. Mais vous faites Linktree, vous avez compris, de toute façon, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, Elisa, merci déjà. Merci à toi, merci Thierry, à Red5. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Et puis, on va tous vous remercier pour cette vidéo. Alors, moi, d'abord, je vous exprime mon absolue reconnaissance. Je trouve que le monde est difficile, le monde est chaotique, il y a la guerre pas loin de chez nous, mais des moments comme celui-ci, c'est-à-dire que je vois des personnes bienveillantes, généreuses, qui ont envie d'aider. Moi, plus les années passent, plus j'ai la foi dans l'homme. Et vous êtes un exemple de moments que je vis qui me donnent encore plus foi dans l'humain. Merci à toi. Merci à toutes les équipes qui nous ont accueillis sur site aussi, pour qu'on puisse faire la visite et vous faire des images. Et puis, bourrez les dons. Salut! Merci. Merci.